capture of Venezuela leader Nicolas Maduro. We have now learned today he is set to make his first court appearance in New York City as soon as tomorrow, according to what a court spokesperson tells NBC News. You're looking at some of those new images of Maduro here with Today in Venezuela, people picking up the pieces. Literally, this new video coming into us after the U.S. struck Venezuela, capturing both Maduro and his wife in this surprise military operation unlike anything we've seen in a generation. La formalisation d'une nouvelle accusation contre le président vénézuélien sur le sol américain marque un tournant dans l'utilisation institutionnelle des outils judiciaires dans les contextes diplomatiques. En janvier 2026, le ministère américain de la Justice a décidé de rouvrir officiellement une procédure pénale contre Nicolás Maduro, président en exercice du Venezuela, sur la base d'une accusation de complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme qui étaient restés partiellement confidentiels depuis 2020. La réactivation de l'affaire, officialisée par de nouvelles procédures devant la Cour fédérale du district sud de New York, a relancé un débat juridique latent sur les limites de la juridiction américaine dans les actions contre les chefs d'État étrangers. Bien que l'acte d'accusation initial ait déjà suscité des réactions diplomatiques lors de sa première divulgation, la décision de relancer la procédure dans un contexte géopolitique, sans présenter de nouvelles preuves ni indiquer de coopération judiciaire bilatérale, a modifié l'axe de la discussion. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La plainte présente un récit qui couvre 2 décennies, impliquant des allégations de trafic international de drogue, de financement de groupes armés et d'utilisation politique de réseaux transnationaux illicites. Le document cite des organisations telles que les Forces armées révolutionnaires de Colombie, le cartel de Sinaloa et d'autres factions régionales, suggérant que Maduro aurait joué un rôle central dans un réseau d'exportation de cocaïne ayant des ramifications directes aux États-Unis. Cependant, des juristes spécialisés en droit international ont souligné que la structure de l'accusation présentait des lacunes importantes. L'absence de date précise, la généralité de la description des faits et l'utilisation de termes vagues tels que grande quantité et cargaison protégée par les autorités vénézuéliennes ont soulevé des questions quant à la rigueur technique du document. De plus, l'absence d'éléments de preuve dans les dossiers publics disponibles tels que des saisies documentées, des interceptions légales ou une coopération internationale homologuée, limite la solidité de l'accusation et ouvre la voie à des critiques quant à sa viabilité judiciaire. Le choix de la juridiction a également suscité des interrogations. L'affaire a été renvoyée devant le district sud de New York, même si le document présenté n'établit pas de lien direct entre les faits relatés et le territoire de cet État. Dans des contextes similaires, il est courant que la juridiction soit déterminée par la présence d'éléments de connexion, tels que des mouvements financiers suivis dans des institutions bancaires locales, des enregistrements d'entrée sur le territoire américain ou l'utilisation de structures logistiques situées dans la région. Cependant, rien de tout cela n'apparaît explicitement dans les documents rendus publics. Parallèlement, le district sud de la Floride, traditionnellement plus proche des dynamiques migratoires et commerciales avec le Venezuela, en particulier dans la région métropolitaine de Miami, reste étranger à l'affaire. La décision d'éviter cette juridiction, où réside une importante communauté vénézuélienne et où il serait possible d'invoquer des expériences antérieures avec des litiges internationaux similaires, ajoute une composante stratégique qui n'a pas encore été explicitée par les autorités. Sur le plan technique, l'acte d'accusation repose sur 4 chefs d'accusation principaux. Complot en vue de commettre un acte de narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne, possession d'armes à feu dans l'intention de les utiliser pour commettre un crime de trafic et complot en vue d'utiliser des armes lourdes. Bien que ces infractions soient prévues par la législation fédérale, leur application à un chef d'État étranger en exercice, sans présence physique aux États-Unis et sans traité d'extradition en vigueur, rend l'affaire juridiquement atypique.
De plus, les experts en coopération pénale internationale soulignent que l'application extraterritoriale de ces normes exige non seulement l'allégation de dommages directs au territoire américain, mais aussi la démonstration que tous les canaux diplomatiques et judiciaires de résolution préalable ont été épuisés, ce qui, dans ce cas, ne figure pas dans le dossier. Un autre point qui retient l'attention est le passage du document qui traite de la confiscation des biens. Sur la base d'allégations d'enrichissement illicite, le ministère de la Justice demande dès à présent la possibilité de confisquer les actifs directement ou indirectement associés à Nicolás Maduro, dans toute juridiction où ces biens peuvent être retrouvés. La formulation de la demande est large et peu précise, incluant des biens immobiliers, des comptes bancaires, des ressources commerciales et même des propriétés stratégiques liées à la chaîne pétrolière. Cette approche, bien que prévue par le cadre juridique américain, soulève des inquiétudes parmi les juristes quant à l'absence de limites objectives, car la confiscation dépend de la démonstration irréfutable que les biens ont été acquis grâce à des ressources provenant des activités illicites décrites, ce qui n'a pas encore été présenté dans cette affaire. En agissant de manière préventive sur la base d'une accusation qui n'a pas encore été jugée, le ministère de la Justice s'expose au risque de provoquer des réactions diplomatiques et institutionnelles à l'échelle hémisphérique. Dans des analyses comme celle-ci, nous cherchons à examiner le fonctionnement réel des institutions, y compris lorsque les décisions judiciaires assument des fonctions politiques. Si vous suivez les développements à long terme et appréciez une lecture responsable du système, pensez à suivre notre chaîne pour ne pas manquer les connexions que les prochains épisodes apporteront encore. C'est dans ce contexte que la reprise de l'affaire contre Nicolás Maduro est désormais examinée, non seulement comme un épisode isolé, mais aussi comme faisant partie d'un mouvement institutionnel plus large dans lequel le recours à l'appareil pénal fédéral américain s'inscrit dans des stratégies de pression internationale. Depuis les années 1990, les États-Unis ont recours à des poursuites pénales extraterritoriales dans des situations spécifiques, généralement liées à des questions de sécurité transnationale, telles que le trafic de drogue, le financement du terrorisme et les crimes financiers à fort impact. Cependant, chacune de ces actions a suivi des critères rigoureux en matière de fondement factuel et de connexion juridictionnelle. La plainte réactivée contre Maduro, en ne précisant pas de manière cohérente les liens entre les faits relatés et le territoire américain, remet en cause la jurisprudence établie sur la portée et les limites de l'action extraterritoriale du ministère de la Justice. Un élément important pour comprendre la complexité de l'affaire réside dans le rôle du grand jury, instance qui sert de filtre préliminaire pour l'acceptation d'une plainte pénale fédérale. En théorie, le grand jury évalue s'il existe des indices minimaux justifiant la poursuite d'une procédure, et non si les preuves sont suffisantes pour obtenir une condamnation. Néanmoins, la manière dont les informations sont présentées aux jurés influence directement la décision. La législation n'exige pas que toutes les preuves soient divulguées à ce stade, mais on attend du ministère public qu'il agisse de bonne foi et présente un tableau factuel cohérent. L'absence d'éléments matériels visibles, tels que des documents, des interceptions ou des témoignages directs, soulève des doutes quant au contenu effectivement soumis à l'examen du jury. À cela s'ajoute le fait qu'aucune coopération internationale formelle n'a été annoncée publiquement, ce qui limite la possibilité que des preuves provenant du territoire vénézuélien aient été obtenues de manière légitime et partagées avec les autorités américaines. À partir de là, le débat institutionnel intègre une deuxième dimension, la question de la légitimité démocratique de l'utilisation sélective du système pénal dans des contextes à forte charge géopolitique. Ces dernières années, différentes administrations américaines ont fait part de leurs préoccupations concernant ce qu'elles appellent le lawfare, l'utilisation stratégique d'instruments juridiques à des fins politiques dans les pays d'Amérique latine. Cependant, en adoptant une position agressive sans protection probatoire adéquate,
Le système juridique américain lui-même risque d'être perçu comme participant à une pratique similaire. La critique, dans ce cas, ne porte pas sur la légitimité d'enquêter ou de tenir pour responsables des personnalités publiques d'autres pays, mais sur la manière et le moment où cela est fait. Lorsque des accusations vagues sont portées contre des dirigeants étrangers, dans le cadre de différends diplomatiques et sans le soutien de canaux multilatéraux reconnus, le risque d'érosion institutionnelle s'amplifie. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire suscite des réactions divergentes parmi les experts. Certains soutiennent que l'accusation, même si elle est juridiquement fragile, a une valeur et remplit une fonction dissuasive. Selon eux, la simple existence d'une procédure pénale contre Maduro servirait à l'isoler sur la scène internationale, à entraver ses mouvements financiers et à créer des obstacles diplomatiques. D'autres, cependant, voient dans cette logique un renversement dangereux, des principes qui régissent l'état de droit. Pour ces analystes, le recours à des accusations pénales sans fondement probatoire solide compromet la crédibilité du système, ouvre la voie à des représailles réciproques et peut transformer la justice fédérale en un instrument de politique étrangère non réglementé par le Congrès ou le département d'État. D'un point de vue technique, l'affaire soulève également des questions sur l'application du concept de conspiration dans le contexte du droit pénal international. Contrairement aux crimes d'exécution directe, tels que le meurtre ou le trafic individuel, l'accusation de conspiration exige la démonstration d'un accord conscient et délibéré entre deux ou plusieurs parties pour commettre un crime. Cela nécessite à son tour des preuves indiquant non seulement l'existence du plan, mais aussi la connaissance mutuelle et la participation active des personnes impliquées. Dans l'acte d'accusation contre Maduro, les références à des réunions, à des alliances avec des groupes armés et à l'utilisation de structures étatiques pour protéger des cargaisons illégales sont faites de manière générique, sans décrire les actions spécifiques attribuées aux défendeurs. Dans les affaires très complexes, il est courant que le gouvernement américain recourt à des délations récompensées, à des témoins protégés ou à des interceptions légales pour étayer ce type d'accusation. Aucun de ces éléments n'apparaît toutefois à ce jour dans le dossier public de l'affaire. Cette absence de preuves explicites contraste avec la gravité des peines prévues. Les accusations comprennent des peines potentielles d'emprisonnement à perpétuité, ainsi que la confiscation de biens et l'imposition de sanctions secondaires à des personnes et des entités associées. Sur le plan diplomatique, le maintien de ces accusations complique également les éventuelles négociations bilatérales entre Washington et Caracas, qui avaient été discrètement reprises par des secteurs de l'administration américaine intéressés par la stabilité énergétique régionale. La présence d'une accusation active contre le président vénézuélien restreint les canaux de négociation formels, limite la portée du dialogue et peut compromettre les initiatives de coopération dans des domaines tels que la sécurité des frontières, les migrations et les flux commerciaux. Parmi les acteurs du système judiciaire, la perception de l'affaire est également loin d'être unanime. Certains procureurs à la retraite ont exprimé leur malaise. Quant à la manière dont l'acte d'accusation a été rédigé, soulignant le manque de cohérence interne et l'utilisation d'une terminologie imprécise. D'autres, en revanche, ont souligné que le ministère de la Justice pourrait conserver des éléments de preuve sous le sceau du secret, dans le but de ne les présenter qu'au stade de l'instruction. Cette hypothèse, bien que techniquement plausible, ne répond pas à la question centrale concernant le choix du moment de la procédure et de la stratégie de communication. Dans les affaires impliquant des personnalités publiques de renommée internationale, la manière dont l'accusation est présentée au public a un effet direct sur la perception de la légitimité institutionnelle. Le risque dans ce scénario est que la fragilité technique de la plainte compromette sa propre fonction stratégique, renforçant l'image de sélectivité ou d'improvisation. L'absence de traité d'extradition entre les États-Unis et le Venezuela accroît encore les incertitudes quant à l'exécution pratique de la procédure. Même si le procès se poursuit,
La présence physique du défendeur aux États-Unis reste improbable. Cela soulève un deuxième dilemme institutionnel. Dans quelle mesure est-il légitime et efficace de maintenir une procédure pénale ouverte contre une autorité étrangère en exercice, sans possibilité de jugement ou de défense? Pour certains juristes, le maintien de la procédure dans ces termes transforme la plainte en un instrument déclaratoire, avec une faible fonctionnalité juridique et une forte charge politique. Pour d'autres, il s'agit d'une stratégie délibérée de contention, même si elle n'a pas d'effets immédiats, capable d'imposer des coûts réputationnels et financiers importants à long terme. C'est précisément pour cette raison que nous suivons de près les affaires de ce type. Une lecture attentive des procédures impliquant plusieurs niveaux institutionnels permet de mieux comprendre les mécanismes formels du pouvoir, ses stratégies, ses faiblesses et ses limites. Si vous appréciez ce type d'analyse continue et contextualisée, suivre cette chaîne peut être un bon moyen de suivre les prochaines étapes de ce litige et d'autres litiges judiciaires en cours. Avec la reprise de la procédure formelle, l'affaire concernant Nicolás Maduro a été interprétée comme étant plus qu'une simple réactivation d'une accusation pénale. Le procès est devenu un sujet de controverse interprétative, où se croisent des thèmes tels que la portée juridictionnelle, la symétrie entre les souverainetés et la transformation du droit pénal en mécanisme de positionnement international. Pour les juristes constitutionnalistes, la décision de relancer l'affaire suscite la prudence, notamment en raison de la forme sous laquelle la plainte se présente. Vaste, aux contours peu délimités et sans exposition publique ostensible d'éléments de preuve, capable de soutenir de manière convaincante le lien entre les faits relatés et la juridiction fédérale américaine. Pour ce courant, il ne s'agit pas seulement de discuter de la force ou de la faiblesse des accusations, mais d'observer le risque systémique inhérent au choix institutionnel. En appliquant des normes pénales internes à un chef d'État étranger, sans base juridictionnelle solide et clairement démontrée, le système américain peut affaiblir le principe de réciprocité, qui organise la prévisibilité entre États souverains. Concrètement, la crainte est que ce type de précédent, une fois ouvert, devienne utilisable dans le sens inverse, permettant à d'autres pays de mobiliser des logiques équivalentes contre les autorités américaines dans des situations futures, créant ainsi des cycles de judiciarisation aux effets diplomatiques durables. Il existe d'autre part une interprétation concurrente qui soutient la légitimité de l'accusation sur la base de l'idée d'une protection transnationale face à des crimes qui dépassent les frontières et ont un impact mondial. Selon cette interprétation, lorsque des comportements sont décrits comme faisant partie de réseaux criminels capables de porter directement atteinte à la sécurité intérieure des États-Unis, l'État peut exercer sa compétence pénale même en l'absence de coopération formelle du pays d'origine, et même sans la présence physique de l'accusé sur le sol américain. Ce raisonnement est généralement défendu avec plus de force dans les affaires liées au trafic international de drogue, en particulier lorsque des itinéraires et des chaînes de distribution liées au territoire américain sont allégués. Il s'agit d'un argument qui trouve des parallèles dans des précédents controversés, liés à la piraterie, au terrorisme et au blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Néanmoins, même parmi les défenseurs de cette approche expansive, un certain malaise persiste quant à la manière spécifique dont l'affaire Maduro a été structurée. L'accusation présente des limites factuelles peu claires, des liens territoriaux vagues et un faible niveau de documentation publique, ce qui affaiblit la cohérence de l'argument et renforce l'impression que le procès fonctionne davantage comme un outil symbolique que comme une affaire pénale techniquement préparée pour soutenir un jugement. Au sein même du ministère de la Justice, certains analystes mettent en garde contre la possibilité que cette affaire reflète une tendance plus large, la judiciarisation de décisions qui, dans d'autres contextes, seraient prises par des mécanismes diplomatiques ou économiques. La réactivation de la procédure sans coordination publique évidente avec le département d'État renforce l'idée que l'instance judiciaire fonctionne avec une autonomie tactique importante par rapport à la planification traditionnelle de la politique étrangère.
Ce type d'indépendance peut avoir des conséquences institutionnelles ambiguës. Au lieu d'accroître l'efficacité de l'État, il peut créer un scénario dans lequel les initiatives judiciaires influencent les positions internationales, sans qu'il y ait de garanties équivalentes en matière de soutien procédural, de cohérence stratégique et de contrôle des répercussions. Plus qu'un décalage administratif, cela suggère l'émergence d'une couche pratique de pouvoir, dans laquelle les décisions procédurales deviennent des vecteurs géopolitiques en soi, même lorsque le contenu juridique reste vulnérable. Sur le plan technique, les spécialistes des litiges fédéraux attirent l'attention sur un point qui reste instable, l'admissibilité et la validité des preuves, qui pourraient être utilisées lors d'un éventuel procès. Étant donné que l'accusé ne se trouve pas sur le territoire américain et que l'obtention de preuves sur le sol vénézuélien ne semble pas avoir été soutenue par des mécanismes formels largement reconnus de coopération juridique internationale, des doutes surgissent quant à la légitimité des dépositions, des registres financiers, des rapports d'enquête et autres indices recueillis par des canaux non homologués. Même s'il n'y a pas de perspective de procès à court terme, le simple fait d'inclure ces éléments dans le dossier peut ouvrir la voie à de longues contestations techniques et, simultanément, accroître l'usure diplomatique. Cette fragilité, par anticipation, compromet la prévisibilité de l'affaire et augmente le risque de litiges parallèles impliquant des tiers cités directement ou indirectement, y compris des entreprises et des institutions financières éventuellement mentionnées dans le dossier. La controverse s'intensifie également autour de la nature de l'accusé. Il ne s'agit pas d'un citoyen ordinaire, mais d'un chef d'État en exercice, ce qui active des limites spécifiques du droit international public. Les principes d'immunité souveraine, les restrictions à la compétence universelle et les accords multilatéraux sur la coopération pénale ne sont pas de simples détails formels, bien que ces dispositions n'éliminent pas automatiquement la possibilité de poursuite. Elles imposent des obstacles et des exigences qui augmentent le degré de rigueur nécessaire pour soutenir la légitimité de la procédure. Lorsque la plainte ne fait pas clairement référence à ces principes, ou lorsqu'elle ne démontre pas comment elle entend concilier la portée de l'accusation avec les règles internationales applicables, l'impression que l'acte d'accusation ne respecte pas les paramètres établis dans les litiges transnationaux se renforce. À ce stade, la question centrale ne porte plus exclusivement sur la culpabilité, mais se déplace vers la légitimité procédurale. La procédure respecte-t-elle les principes fondamentaux du système judiciaire qui la propose? Il existe également des interprétations qui associent la reprise de l'affaire à la dynamique politique interne des États-Unis. Au cours des cycles électoraux, les repositionnements institutionnels sur les questions extérieures deviennent souvent des instruments narratifs. Les accusations portées contre des personnalités liées à des régimes autoritaires ont tendance à servir de signe public de fermeté et d'engagement en faveur de la sécurité. Même en l'absence de preuves directes d'ingérence partisane dans la décision, le moment choisi et la manière dont la procédure réapparaît dans le débat public alimentent inévitablement des interprétations divergentes. Pour une partie de l'opinion publique, cette mesure renforce la lutte contre le trafic international de drogue et la défense de la sécurité intérieure. Pour d'autres secteurs, l'affaire semble avoir une utilité immédiate dans l'arène politique, fonctionnant davantage comme un instrument à court terme que comme une stratégie judiciaire visant à obtenir une issue pénale cohérente. Un autre élément qui amplifie les doutes est la manière dont les organisations criminelles de grande notoriété sont incluses dans le texte de l'acte d'accusation. La plainte mentionne des groupes tels que les Forces armées révolutionnaires de Colombie, Los Zetas et le cartel de Sinaloa. Mais sans exposer au public, avec clarté et documentation, les liens opérationnels spécifiques avec l'accusé. Ce choix peut remplir deux fonctions simultanées. La première est narrative. Elle renforce la perception de gravité afin de justifier le caractère exceptionnel de l'affaire. La seconde est stratégique. Elle prépare le terrain pour de futurs développements impliquant d'autres acteurs régionaux dans le cadre d'une enquête plus large. Dans les deux cas, cependant,
L'absence de délimitation objective du niveau de participation directe attribué à Maduro amplifie les spéculations et réduit la force juridique, renforçant le sentiment que le procès repose davantage sur des arguments que sur des preuves solides. Les interprétations divergent également quant à l'efficacité pratique de l'inculpation. Même sans procès, l'existence d'une accusation active peut avoir des effets réels. Restrictions de déplacement, obstacles financiers, contraintes diplomatiques et bases pour des sanctions secondaires, soutenues par les alliés des États-Unis. Cet impact indirect peut être considéré comme le résultat le plus immédiat du processus. Cependant, cette voie comporte également un coût institutionnel. Si l'accusation reste longtemps sans avancée, sans preuve solide et sans renforcement procédural, le risque est de nuire à la crédibilité du système américain en matière pénale internationale, de réduire la coopération d'autres États et d'affaiblir la légitimité des demandes d'extradition ou d'assistance juridique. La perception d'une politisation ou d'une fragilité technique peut avoir des effets prolongés sur la confiance internationale dans le système lui-même. C'est pourquoi il n'y a pas de consensus sur l'issue finale de l'affaire. Certains analystes soutiennent qu'elle sera maintenue en suspens de manière stratégique, formellement active et politiquement utile, mais sans progrès substantiel. D'autres l'interprètent comme un test institutionnel, qui pourrait redéfinir les limites pratiques de la juridiction pénale américaine dans un contexte de reconfiguration géopolitique. L'absence de preuves publiques convaincantes et la faible articulation multilatérale rendent difficile toute prévision solide. Ce qui reste évident cependant, c'est son caractère charnière. Plus qu'une affaire concernant un dirigeant étranger, le procès révèle comment le système judiciaire peut être utilisé comme un outil de positionnement international, produisant des effets concrets, même lorsque l'issue juridique reste incertaine. Il est essentiel de suivre des épisodes comme celui-ci pour comprendre comment des décisions formelles, même si elles semblent juridiquement limitées, ont des répercussions importantes sur la scène institutionnelle et géopolitique. Si vous appréciez les analyses qui replacent chaque mouvement dans son contexte structurel plus large, continuez à suivre les développements ici où l'accent n'est pas mis sur le bruit immédiat, mais sur ce que ces décisions révèlent sur les véritables rouages du pouvoir à l'œuvre.